na Touba i radio fa nun i radio fa in i radio kam Sénégal bu cay jam fa nun. La journée internationale des droits de la femme. Quels sont les leviers pour renforcer l'égalité hommes-femmes au Sénégal? Quelle analyse faire de menaces brandies contre l'ex-président de la République, Macky Sall? Quelles conséquences du relèvement des taux d'intérêt sur les marchés financiers pour le Sénégal? Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 9 mars, Ousmane Sène, directeur du Centre de recherche ouest-africain WAR, et Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop. Dimanche 10 mars 2025, bienvenue à l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Ousmane Sène, directeur du Centre de recherche ouest-africain WARC, Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Hier, c'était la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Droits de la femme au Sénégal, on a vu beaucoup de femmes aujourd'hui parler, revendiquer le droit. Mais toujours est-il qu'ils sont difficiles, les droits des femmes, à respecter au Sénégal, compte tenu de la situation de nos sœurs et de nos mamans. Ibrahim Ousmane Sène, quels sont les leviers sur lesquels il faut appuyer pour renforcer les droits des femmes au Sénégal? Merci beaucoup. Je salue mon vis-à-vis avec qui j'avais déjà fait, je crois, une émission et qui fréquentait souvent le WARC. Et Alassane, je te remercie, surtout avec ce ramadan en tant que tout couleur. Donc, je te souhaite un bon ramadan en te disant persévérance. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais par rapport à ça, il faut dire qu'il y a des contraintes un peu partout dans le monde. Le Sénégal a ses spécificités par rapport à ces contraintes, mais quelque part où il n'y a pas de contraintes et qu'il est aisé de dérouler, c'est pas ça. Et je crois que même la cause elle-même, des fois, entraîne des problèmes. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Quelqu'un qui vous envoie un email, ou quelqu'une, et qui vous dit: oui, mais pour moi, il faudra mettre elle ou il faudra mettre il. Ça veut dire ce côté transgenre. Il y a des complications qui viennent s'ajouter. Mais fondamentalement, je crois qu'il faudrait que les hommes se débrident un peu pour voir la femme d'une autre manière. Encore qu'on a été tellement formaté, et ça commence par notre mère. Il n'y a pas d'égalité. Alassane, je dis souvent à mes étudiants étrangers, pour leur expliquer la position de la femme dans nos sociétés, que, bon, mes deux parents sont décédés, que Dieu les agrée au paradis. Amen. Mais je donne cet exemple-là, que si on prenait ces deux-là et qu'on les mettait au milieu de l'océan, et qu'on me dise: tu es le seul à les sauver, et tu ne peux en sauver qu'un seul. Mais vous croyez que qui je vais sauver? La maman. Ah oui, c'est automatique. Bien sûr. Et parce qu'elle est ma maman, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est plein de choses attachées à ça. Ça, c'est un premier problème. Comment nous voyons la femme. L'autre, comment la femme se voit elle-même. Alassane, j'ai fait 30 ans au département d'anglais. Quand j'introduisais mon cours, que ce soit littérature africaine ou littérature américaine, je disais: le reste, c'est des sujets et ce sera l'objet d'exposé. Et c'est vous, les étudiants, qui allez le faire. Mais je dis, il y a une condition. Tant que je n'ai pas d'étudiante qui se porte volontaire pour faire des présentations devant les autres étudiants, on ne commence pas. Mais je peux passer 15 minutes. Il faut que je cajole les étudiantes pour qu'elles acceptent de faire des présentations, des exposés. Comment se fait-il que les hommes sont volontaires et ils vont comme ça et que les femmes se retiennent? Et ça a été illustré hier par une conversation que j'ai eue par rapport à un dirigeant politique. C'est par rapport aux parlementaires, la parité. Et il dit, il avait tous les problèmes du monde à remplir cette conditionnalité de la parité. Parce que quand il s'agissait d'identifier des hommes ressources pour les mettre sur la liste, aucun problème. Mais pour avoir le même nombre de personnes au niveau des femmes, c'était la croix et la bannière. Donc, quelque part, il y a des blocages que les gens s'imposent. Il y a des blocages qui tiennent à notre psychologie et à notre socialisation.
Il faut qu'on y réfléchisse davantage pour mieux pousser la cause des femmes. Et je salue le 8 mars hier et voilà, célébration pour toutes les femmes. Est-ce que ces blocages ne sont pas dus quelque part à la façon dont les femmes sont éduquées dans les maisons, la socialisation des femmes, qui font qu'aujourd'hui elles-mêmes se donnent des limites? Oui, merci beaucoup Alassane, merci Ousmane. Donc, je remercie aussi les auditeurs et je remercie aussi toutes les personnes qui sont consacrées en ce mois béni du 3e mois, donc sur le carême. Le mois de Ramadan et de carême. Le Ramadan et de carême, donc c'est un mois de Belle piété, d'échange et beaucoup plus de tolérance. Donc, je les remercie tous. Et puis, par rapport à la journée de la femme, et ses conséquences aujourd'hui au Sénégal, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette journée de la femme, par rapport à l'historique, donc c'était depuis 1911, il y en a qui disent 1857, avec tout ce qui s'est suivi au niveau des 129 femmes qui ont été tuées par le patron, donc qui sont un mythe en quelque sorte. Tout ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de 1930, 1911, donc que beaucoup de choses sont venues se mettre sur la place jusqu'en 1977, où les Nations Unies donc ont consacré cette journée. Par rapport à ça, donc dans notre pays aujourd'hui, dans notre pays, ce qui se passe, c'est que il y a un blocage, mais aussi il y a des traditions et des cultures. On ne peut pas avoir les femmes partout pareil. Comme le disait le doyen tout à l'heure, donc on n'est pas dans des hommes et des femmes, on est dans une complémentarité dans une société. Donc on ne peut pas, parce que les stigmatisations que les gens font par rapport à l'importation des concepts, c'est de transposer des concepts. On n'est pas dans cette transposition aujourd'hui, on est beaucoup plus de voir comment ce concept, on peut mieux donc l'intégrer dans nos sociétés pour avoir un certain équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas à se plaindre. Parce que moi j'ai vécu plus de 40 ans d'or et je vois par exemple quand je vois les représentations au niveau des assemblées ici, je ne vois aucune assemblée que je connais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit donc en Europe, une égalité comme ici au Sénégal. On n'a vraiment pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre par rapport à ça. Donc les femmes sont bien introduites au niveau politique. Aujourd'hui, tous ceux qui sont capables sont bien introduits au niveau économique. Parce qu'on ne doit pas dire qu'il faut une femme, un homme, mais il faut des gens capables. Parce qu'on est dans une compétition mondiale. Il faut des femmes qui savent. Donc on ne leur met pas parce qu'ils sont femmes, on leur met parce qu'ils ont des compétences. Et c'est par rapport à ça qui fait que la société, donc, aussi a beaucoup d'impact par rapport à ce que nous vivons. Oui, mais les femmes ont toujours dénoncé à diplôme égal. Le salaire n'est pas égal. Dans certaines situations, elles sont mal payées par rapport aux hommes. Exact. Au niveau du salaire, c'est tout à fait normal. Au niveau du salaire, c'est depuis longtemps que ça se passe. C'est depuis donc le truc que j'ai dit, toutes les revendications, c'est au niveau des horaires de travail et des salaires. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que partout dans le monde, ça par contre, vous avez parfaitement raison, mais les mouvements des femmes, c'est toujours dans les conditions de travail et de salaire. Donc comme je dis, par rapport aussi à l'égalité, et puis les femmes travaillent beaucoup plus parce que le travail domestique n'est pas compté comme travail. Il n'est pas rémunéré. Voilà, il n'est même pas compté comme travail pour être rémunéré. Pour eux, donc il y a beaucoup de choses, je pense qu'au fur et à mesure de nos sociétés, que les choses avancent. Aujourd'hui, on a des femmes qui dirigent des entreprises, on a des femmes qui sont premiers ministres, on a des femmes, mais je pense que il faut les mentalités, il faut les préparer pour que les gens puissent avoir donc beaucoup plus. Mais je pense que je ne sais pas ailleurs, mais ici au Sénégal, je pense que il y a vraiment rien à dire par rapport à ce qu'on voit, pas en Afrique, mais dans le monde, je dis. Hein. Oui. Et elles disent, les femmes, qui sont discriminées au Sénégal du point de vue salarial. Les hommes sont mieux payés à poste égal, l'homme est mieux payé que la femme. Alors que la femme, au-delà du travail qu'elle fait au bureau, mais celle qui est à la maison, qui fait tout, et ce travail domestique n'est pas comptabilisé comme un travail rémunéré. Oui, sauf que le travail domestique, quand même, c'est au niveau personnel, c'est-à-dire que le travail que vous faites à la maison, ce n'est pas un travail que vous faites pour l'entreprise, ce n'est pas un travail que vous faites aussi pour l'administration. Mais c'est le travail. Mais non, en fait, il faudrait factoriser ça, peut-être par rapport au temps de travail que l'on demanderait à la femme, en se disant que ce qu'elle fait à la maison,
elle le fait en tant que pilier de la société, en tant que facteur qui puisse permettre de stabiliser la société. Donc, il faut quelque part qu'on le factorise et qu'on puisse peut-être déduire ça du temps de travail. Alors, moi, l'autre question, à travail égal, rémunération différente. Moi, j'ai travaillé au niveau de quelque chose qui appartient au privé, c'est l'université. Mais je n'ai jamais entendu dire que si vous êtes maître assistant ou si vous êtes maître de conférence ou professeur, il y a une différence entre ce qu'on paye à une femme professeur plein par rapport à un homme. C'est le même salaire. Oui, c'est à l'université. C'est minime par rapport à la société, de façon globale. Oui, non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que bon, là où il y a la discrimination au niveau du paiement, c'est peut-être dans le secteur privé. Mais je ne vois pas qu'on ne m'ait jamais dit que dans la fonction publique du Sénégal, on vous paye moins si vous êtes femme. Donc, de ce point de vue aussi, je crois qu'il y a cette dimension positive, comme mon ami le soulignait, que ce que vous voyez au Sénégal, par rapport au lot de la femme, ça ne se compare pas à ce que vous voyez. Mais regardez-les, vous les voyez tout le temps. Regardez le Congrès des États-Unis, les républiques, non, je veux dire, les représentants et les sénateurs. Mais combien de femmes vous pouvez identifier dans cette foule-là? Allez au niveau de l'Assemblée nationale française, vous comptez les femmes. Ici, mais vous en avez beaucoup. Je ne dis pas que la situation du Sénégal est bonne, il faut la maintenir. Non, je dis la situation du Sénégal par rapport à la femme est déjà sur la bonne voie, mais il faut améliorer. Comment améliorer? En voyant la législation, le code de la famille par exemple. Mais le code de la famille, c'est depuis l'époque de Senghor. Et quelque part aussi, le code de la famille reconnaît que le père... le responsable de la famille, c'est le mari, c'est le monsieur, c'est pas la femme. Et or, on a des changements sociologiques au niveau de la société sénégalaise. De plus en plus, ce sont les femmes qui tiennent les familles. Et donc, en plus, un homme, il peut être écartelé entre deux femmes. Qu'est-ce que vous faites des enfants de la première femme, etc. C'est des choses qu'il faudrait revoir. Mais aussi, il faudrait que quelque part, la femme évolue par rapport à un certain nombre de contraintes. Je mets sur la table quelque chose, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Et vous serez mes témoins. Quand vous allez au restaurant, je n'ai pas dit avec votre femme, c'est évident, mais vous allez au restaurant avec quelqu'un comme ça, et quand il s'agit de donner la note là, qui va tendre la main pour prendre la note? À 99% des chances, la femme ne prendra jamais la note. C'est-à-dire que les dépenses, c'est comme quelque part on se dit, je suis une femme, l'homme doit me traiter. Ça aussi, il faudrait que ça change. Et vous le voyez, les échanges monétaires au Sénégal, c'est toujours de l'homme à la femme et rarement de la femme à l'homme. Or, quand vous recevez, vous êtes dans une situation nécessairement de dépendance. Économiquement, financièrement, la femme sénégalaise, quelque part, s'attend toujours à ce que l'homme, le grand garmi, lui donne les billets. Mais qu'elle donne les billets, c'est impensable. À la limite, si vous financez un homme, mais on vous considère comme Samba Alar, une femme ne doit pas financer un homme. Et ça, c'est dans les mentalités. Comment faire pour changer tous ces leviers-là? C'est là où il faut réfléchir. Mais à nouveau aussi, comme je vous le disais, par rapport à mes étudiants, faire assez d'espace aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. Parce que je vois aussi un exemple, même là où je travaille, dès que vous parlez de quelque chose, les hommes s'alignent. Dès que vous soulevez quelque chose, les hommes s'alignent. Mais je le rappelle souvent, non, mais vous êtes 3 hommes et je ne vois pas de femmes. Mais il faut quand même laisser de la place aux autres. Parce que les femmes, compte tenu de l'éducation que l'on donne, elles ne vont pas s'exprimer d'elles-mêmes. Mais il faut faire un effort quand même pour de l'espace et qu'elles s'expriment. Ouais. Et très souvent, c'est payant, elles travaillent très bien. Oui, il y a aussi la violence qu'elles subissent, les femmes, dans notre pays. De plus en plus, des fois, des violences extraordinaires. Il y a aussi le problème qu'elles dénoncent les femmes. Des fois, quand elles veulent voyager avec leurs enfants, ils sont obligés d'avoir l'autorisation parentale de l'homme. Des fois, les hommes s'opposent à ce que les enfants voyagent avec des femmes. Je pense qu'il faut avoir raison garder dans ces problématiques,
parce qu'on a l'aspect globalisation donc des civilisations, on a l'aspect culturel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est malheureux, on importe des façons et des comportements donc ailleurs sans savoir est-ce que ces comportements sont adaptés à nos réalités, à notre culture. Et c'est ça, cette dichotomie qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont déchirés sur certaines décisions, qu'on parle de violence, qu'on parle de dépenses. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez au restaurant, chacun sort son truc, vous partagez la note. Vous voyez ce que je veux dire? C'est automatique. Il est hors de question qu'Alassane va payer pour truc. Dès que vous avez pris un pot, chacun regarde la note, il divise, il paye automatiquement à leur tête. Et donc, quand vous avez une réaction culturelle ici, ce n'est pas pareil. Quand ce problème de violence dont on parle, mais vis-à-vis des femmes, donc, et la criminalisation, ça va beaucoup plus loin. Comme j'ai dit, quand j'ai dit que importation culture, quand vous allez en France ou au truc, les enfants, on les touche pas aux États-Unis. On les touche pas. Dès que vous grondez même un enfant, il peut téléphoner 811 ou autre, donc pour vous dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? 911. 911. On va à un point où l'importation donc des façons de vivre au niveau mondial avec les réseaux devient un problème sérieux. Je pense qu'il faut, comment ça s'appelle? Il faut essayer d'avoir raison gardée, de savoir l'ouverture, c'est une exigence, mais la dilution dans l'autre est l'opération la plus stérile. On ne peut pas importer des façons de vivre parce que il y a la mondialisation, il y a les médias, il y a les cultures, que maintenant, qu'en Europe ou en truc, on vit comme ça, on doit vivre pareil. Donc, le fait, tout à l'heure, on a parlé des ménages. Aujourd'hui, quand vous allez en Europe ou ailleurs, les ménages, c'est la femme ou l'homme. Les gens, moi, j'ai été étudiant, donc, en Europe, je vous dis que les cuisines, ici, un homme ne va pas à la cuisine. Vous allez cuisiner, sinon vous allez crever. Vous cuisinez, vous faites tout. Quand les gens sont en couple, ils partagent tout dans la maison. Vous voyez, je veux dire, moi, je vois mes propres enfants, quand ils sont, donc, à la maison, il y en a qui font, garçons ou filles, font la vaisselle, ils font tout. Ils savent se débrouiller tout seuls. Tout ça, c'est un problème culturel. Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on essaie de voir ici un homme, il n'approche même pas la cuisine. Donc c'est interdit. C'est la femme qui vous renvoie de la cuisine, si vous voulez. Le problème, c'est que c'est l'aspect culturel, donc doit être pris avec beaucoup de sagesse pour quand on veut mettre un modèle sénégalais, donc par rapport à l'intégration de femmes dans la société. Mais si on veut forcer, comme on fait, donc de dire que voilà, en Europe comment ça se fait, en États-Unis comment ça se fait, la femme doit avoir tel. Quand vous allez en Espagne, votre fils ou votre fille, elle ne porte pas votre nom. Le système est matriarcal. Il porte le nom de sa femme, parce qu'on n'est pas sûr que vous êtes le père, mais on est sûr que c'est elle la mère. Vous voyez, je veux dire, le système culturel est totalement différent. L'enfant porte le nom de la mère. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut manier ces trucs avec beaucoup de précautions par rapport à l'aspect culturel dont les gens vivent. Ici, est-ce que vous pensez que votre fils, on lui donnerait le nom de sa mère? Est-ce que ça vous prend, ça vous vient à la tête? Non. Parce que, mais en Espagne, vous le faites, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est ça, ça va raison garder par rapport à l'aspect culturel et l'intégration des concepts et des trucs. Donc l'ouverture, comme j'ai dit, est une exigence. Mais ce qui est mauvais dans nos habitudes, c'est la dilution dans l'autre. C'est l'opération la plus stérile. Vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Ahmad Soumare, spécialiste de l'intelligence économique, Ousmane Sène, directeur du centre de recherche ouest-africain, WARC. Le deuxième point de notre débat, c'est aujourd'hui, de plus en plus, on entend dans l'environnement politique au Sénégalais parler d'une éventuelle menace d'arrestation contre l'ex-président Macky Sall. On a entendu le conseiller, le ministre porte-parole du gouvernement faire une annonce en disant que le président Macky Sall ne peut pas échapper à la justice. Il est revenu sur sa déclaration en disant que c'est une déclaration personnelle. Ça n'engage ni le gouvernement, n'engage ni le PASTEF. Mais aujourd'hui, cette atmosphère, ce débat aujourd'hui, quelle lecture peut-on en faire? Oui, ce débat me gêne beaucoup. J'ai beaucoup admiré ce qui s'est passé avant. Bon, entre Senghor et Abdou Diouf, ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ça s'est passé d'une manière extraordinaire. C'était la courtoisie, c'était les valeurs même sénégalaises, c'était la continuité. Abdoulaye Wade
et son fils spirituel Macky Sall, on aurait pu penser que ça allait peut-être péter, excusez-moi de l'expression, mais ça s'est passé de manière très gracieuse. Et on voit cette image de Abdoulaye Wade qui disait à Macky, Talal loxoy ma ñaanal la. Et pendant tout son magistère, ces 12 ans, et les gens le disaient, jamais Macky n'a voulu qu'on dise quoi que ce soit d'irrévérencieux par rapport à Abdoulaye Wade. Mais là, il y a une cassure. Alors, quand on va jusqu'à présenter un président de la République, notre président, comme un gangster, je crois que quand même, il y a là un dérapage sur le plan du langage. Il se peut qu'il y ait eu des choses qui ne soient pas les meilleures pour la République, mais il faut savoir gérer ça de manière autre que, si vous voulez, cette exposition sur la place publique. Pas plus tard que ce matin, des gens spéculaient. Oui, on se dit que peut-être le Maroc ne va pas l'extrader, mais dans ces conditions où le Maroc pourrait l'extrader, donc il va se réfugier en Côte d'Ivoire où il a une maison, etc., où il est même, si vous voulez, citoyen d'honneur d'Abidjan. Mais on est en train de vilipender notre ancien président qui nous a dirigé pendant 12 ans quand même. N'est-ce pas? C'est important. Et moi, ça, vraiment, ça me met dans une situation inconfortable, d'autant plus que, deux choses. Je n'ai pas dit que rien ne s'est passé, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien prouvé contre Macky Sall personnellement en tant que président de la République, son action personnelle. Ça, c'est un. De deux, notre constitution et toutes nos lois reconnaissent ceci. Le président de la République est irresponsable. C'est-à-dire, sur le plan pénal, vous ne pouvez pas, parce qu'un gouvernement a créé des problèmes, vous dites c'est le président, je le garde. C'est impossible. Il faudrait que vous ayez des arguments suffisamment valables pour pouvoir dire que ça c'est le fait du président, c'est une haute trahison. Dans ces conditions, on va l'amener devant un tribunal spécial. Mais on n'en est pas encore là. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette démonisation. À nouveau, peut-être justifiée. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais j'aurais préféré que jusqu'à preuve du contraire, qu'il y ait un comportement et un discours civil et civilisé et courtois de la part de ceux qui sont partis comme de la part de ceux qui sont là. Mais j'ai l'impression que tous les jours, la vieille équipe, c'est une sorte de manichéisme. Ceux qui sont de notre côté, ils sont aussi, clean que les anges. Ceux qui sont de l'autre côté, ils ont charcuté ce pays, ils n'ont rien fait de bon et ils ont bouffé l'argent des contribuables. À la fin de la journée, si vous faites le bilan, c'est ce que vous voyez. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? En plus de ça, est-ce que ça, c'est bon même pour notre pays? C'est la grande question. À nouveau, je précise ceci. S'il y a des deniers publics qui ont été fourvoyés, que ceux qui l'ont fait rendent gorge. Mais moi, si je veux faire rendre gorge quelqu'un, je le ferai avec beaucoup moins de bruit et de fureur. Il y a trop de bruit autour de cette question et il y a une trop grande démonisation de ceux qui sont partis et ce n'est pas peut-être la meilleure chose pour le Sénégal. C'est mon avis. Ahmad Soumaré, merci beaucoup. Moi, je pense que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, par rapport à Senghor, Abdou Diouf, Wade, donc Wade de Macky Sall, donc lorsque Macky Sall est venu au pouvoir, malgré les civilités, il a mis son fils en prison. Donc, les autres ne l'ont pas fait. Il a mis son fils en prison. Donc, déjà, ça a marqué une certaine rupture dans la galanterie que vous dites, ou donc le savoir-vivre, donc de quelqu'un qui a prié pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que moi, avec du recul, je regarde au Sénégal, on est devenu un pays de kleptocrates. On est dans la kleptocratie pure. Parce qu'on est dans une société où lorsque vous voulez avoir des millions et des milliards, c'est pas par l'université ou les diplômes que vous allez l'avoir, c'est par la politique. Les gens quittent les études et autres pour aller faire de la politique parce qu'ils savent que l'ascenseur social est très rapide. Et ça, donc, ce n'est pas un symbole d'une société qui est organisée, une société éthique.
donc une société éthique. Je travaille dans le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et la corruption. Et qu'à partir de là, quand je vois, donc depuis longtemps, on en parle ensemble, donc dans des trucs, je leur disais que dès 2022, j'ai attiré moi personnellement l'attention sur le maquillage des chiffres. En 2022, je les ai dit que on a fait l'embargo au niveau de l'ANSD, que le Sénégal était presque à 77-78%, donc au niveau dépensant largement les critères de convergence. On ne m'a pas écouté. Et on me demandait d'où je tenais cette information. Moi, j'ai travaillé à la Banque mondiale, je suis un ancien de la banque. Je connais les arcanes où je peux avoir les informations. Et ce que je dis, je leur ai dit à la fin de l'émission, quelqu'un qui me démentit, qu'il le dise. Moi, je sortirai mes chiffres. Je n'ai pas de problème pour ça. Je ne vais pas être donc devant des trucs à dire des choses dont je ne connais pas. Si je ne connais pas, donc je demande. Et qu'à partir de là, comme je disais qu'on est dans un pays de kleptocrates, les politiciens, donc l'image du politicien au Sénégal, c'est tous des kleptocrates. Donc ils sont tous des voleurs. Non, mais c'est certain. Parce que regardez un politicien qui est pauvre. Un politicien avec qui vous avez fait les mêmes études, vous avez plus d'expérience professionnelle que lui, c'est lui qui peut vous payer 50 fois. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, l'image que ça donne, c'est que c'est tous des kleptocrates. Qu'à partir de là, il y a une corruption, il y a... Moi, la question que je voulais poser, pourquoi cette situation perdure depuis Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, et aujourd'hui, pourquoi à chaque fois on a l'impression de revivre la même chose par rapport aux deniers publics? Est-ce que ce sont les règles qui sont mises en place qui ne sont pas bonnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de failles? Comment faire pour que justement que ce genre de situation ne se reproduise plus? Parce qu'on a hérité d'un système colonial qui marchait comme ça. Dans le système colonial... Pourquoi on n'arrive pas à changer le système colonial? Mais ça a changé. Ça va changer. Parce qu'à partir des trucs coloniaux, quand ils sont partis, vous êtes indépendant, entre guillemets, mais vous avez donc des obligations que vous devez faire. Ce qui fait que vous, en tant que pays indépendant, entre guillemets, vous avez des obligations que vous devez faire en bas. Et que jusqu'à présent, ça marchait comme ça. Lorsque Wade partait, il disait que à Macky Sall, dans 3 mois, vous n'allez plus payer. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des règles qui font qu'aujourd'hui, qu'un fonctionnaire ou un politicien n'arrive pas à piller l'argent du pays? Mais pourquoi les règles ne marchent pas? Ces règles-là vont se mettre à partir de là. Le grand déballage qu'il y a eu là va permettre à tous les politiciens de comprendre qu'on ne peut plus faire de corruption comme on veut, on ne peut plus s'enrichir comme on veut, on ne peut plus maquiller donc les comptes. Et qu'à part ça n'est jamais eu, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Et qu'à partir de là, quelqu'un qui volait de l'argent et que vous trouvez normal, donc que Alassane, il a fait 2 ans ou 3 ans, il est devenu milliardaire parce qu'il a fait la politique, tout le monde trouve ça normal. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Quand vous êtes dans un pays normal, quand vous avez un train de vie, il y a ce qu'ils appellent le VASF, la vérification approfondie de situation fiscale. Ici, il n'y a pas de vérification. Vous voyez des femmes qui portent des chaînes en diamant, des chaînes en or de certaines valeurs. Il n'y a qu'au Sénégal que j'ai vu ça dans le monde. Je n'ai jamais vu dans des pays qui sont 100 000 fois plus riches que le Sénégal, des gens qui se promènent avec des opulences ou qui vont dans des trucs avec de l'or partout, des diamants partout. Je ne l'ai jamais vu. Il n'y a qu'ici que je le vois. Et qu'à part de là, parce que c'est impuni. C'est impuni, c'est la raison pour laquelle vous pouvez être kleptocrate, vous pouvez être milliardaire, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous avez pu prendre de l'argent. Même quand vous prenez de l'argent, ça devient normal. Si vous ne le prenez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans votre tête. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas changé, les mentalités n'ont pas changé, les gens sont dans ces trucs. Alassane qui ne prend pas, c'est qu'Alassane, c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment ça se passe. L'éventualité de poursuivre Macky Sall. L'éventualité de poursuivre Macky Sall. Oui. Macky Sall, je veux dire que pour moi, on ne l'a pas poursuivi. Les textes de loi qui sont sortis, il dit au Maroc, les gens qui ont été jugés, Macky Sall n'a pas été convoqué, il n'a pas été jugé. Donc c'est des spéculations, les gens qui ont été jugés. Mais ça, ceci a été dû au fait, donc depuis le temps de Wade, pour faciliter donc le transfèrement des prisonniers qui sont des gens qui ont fait des délits au Maroc, qu'ils puissent passer leur truc au Sénégal. Donc c'était ça. Aujourd'hui, le fait de dire qu'une personne, il est jugé déjà, mais Macky Sall n'est même pas jugé. Oui. Comment on peut faire? C'est des spéculations. Donc attendons que Macky Sall
soient convoqués, soient jugés, et qu'à partir de là, qu'ils ne viennent pas, et qu'on dise que voilà, donc, mais je pense qu'il y a trop de spéculation. Il faut qu'on évite d'être sérieux, donc, avec ces spéculations. Pour l'instant, pour moi, ça ne vise pas le président Sall. Ça vise peut-être de faciliter des gens qui sont aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais. Moi, ça fait depuis 2003, j'ai travaillé pour le Maroc dans leur dispositif d'intelligence économique dans la région du Nord jusqu'à aujourd'hui où je vous parle à Dakhla dans le Sud. Et je vous dis que des Sénégalais, quand vous allez à Dakhla, le Sénégal a même un consulat à Dakhla. Ouais. Vous allez trouver plein de Sénégalais. Chaque fois que je vais donc à Dakhla, on a ouvert là-bas donc un centre de formation depuis 12 ans. Mais je peux vous dire que les Sénégalais, quand je viens, ils mettent à ma table le consul, tous les représentants du Sénégal, donc sur place. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a des jeunes qui viennent pour travailler, il y a des jeunes qui viennent pour faire donc des choses délictueuses. Voilà, même pas. Il y a des clandestins qui travaillent parce que là-bas il y a beaucoup de. C'est une zone où il y a beaucoup de pêche. On a beaucoup de les soudeurs et autres, donc on trouve leur compte. Mais il y en a qui aiment toujours leur conception de l'argent facile. Ils ne vont pas aller pour travailler. Ils ont pour avoir une vie facile, soit voler, soit avoir des choses délictueuses. L'idée c'est ça. Je pense que il faut que nos mentalités changent. Il faut aussi qu'on sache raison garder dans des spéculations politiciennes, de dire qu'on a fait un décret, ils veulent faire Macky Sall. Macky Sall n'a pas été cité dans le décret. Donc, il est dit de faciliter des gens qui ont été condamnés de faire leur transfèrement ici au Sénégal. Et je vois pas pourquoi le lien a été fait. Peut-être que le président est parti de lui-même s'installer au Maroc. C'est son droit. Si maintenant, au niveau des obligations et autres, on va le faire venir, on le fera venir. Mais justement, pourquoi ce débat donc est posé au Sénégal en parlant de Macky Sall, en essayant aujourd'hui de dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il sera jugé, que certains ministres même puissent le dire, même si de façon personnelle, ils sont engagés dans un gouvernement, même s'ils disent qu'ils parlent à nos propres. Est-ce que c'est une façon d'allumer des contre-feux par rapport à la situation économique et sociale du pays? Non, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et encore, même le fait de dire que, je le dis de manière personnelle, ce n'est pas ma veste de ministre. Ah non, non. Vous êtes ministre. Quand vous vous prononcez sur des sujets aussi graves, mais on ne peut voir que le manteau de ministre. Et à partir de ce moment, vouloir revenir après pour dire que c'était un jugement personnel, non. Quand vous êtes ministre, vous devriez savoir les questions sur lesquelles vous devez vous prononcer et les questions sur lesquelles vous ne devriez pas. Est-ce que l'affaire Macky Sall dont on parle, c'est un os à ronger? Oui, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, je crois que c'est peut-être... Je crois que c'est un sujet qu'on aurait pu traiter autrement. Parce que même si ils ne parlent pas, au niveau de la toile, mais le sujet de Macky Sall revient ad nauseam. Toutes les heures, il y a des articles qui sortent. Je vous dis, le dernier développement, c'est, oui, il va peut-être vouloir essayer de fuir le Maroc pour aller s'installer en Côte d'Ivoire, où son ami, le président Ouattara, est là, et il va chercher un autre mandat. Il a été fait citoyen d'honneur de telle ville ivoirienne. Donc, il y a des spéculations qui tournent autour de lui. Qui c'est qui est en train d'alimenter cette spéculation-là? Est-ce que c'est des gens qui sont là et qui, au niveau de la toile, n'est-ce pas, animent, si vous voulez, l'arbre à palabre? Ou alors, quelque part, il y a une pour que de plus en plus, on parle. Moi, ce que je ne suis pas, je dis carrément, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit que Macky Sall n'a rien fait. Ça, je n'en sais rien. Souma, ce que vous en faites, ce que vous venez d'en dire là, même ça, je ne le sais pas. Vous êtes beaucoup mieux informés que moi. Moi, je dis tout simplement que j'ai un plaidoyer. Ici au Sénégal, on peut traiter ces choses-là autrement que de passer tout son temps à traiter les gens d'une certaine façon. Le mot gangster, bon, et peut-être un peu trop, on aurait pu, si à nouveau, pour conclure,
Si Macky Sall a fait quelque chose de répréhensible, mais qu'on le mette sur la table et qu'on prenne des dispositions pour qu'il puisse, s'exprimer et donner des raisons. S'il ne les donne pas, mais à partir de ce moment, on lui réserve le sort. Mais le mettre en pâture comme ça, sans justification, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais cette situation venait dans un contexte un peu difficile sur le plan financier. On a vu que sur le marché international, le relèvement des taux d'intérêt pour le Sénégal, qui passe à 12% aujourd'hui pour s'endetter. Moody's et Standard & Poor's ont relevé la note du Sénégal sur la perspective négative. Quelle lecture peut-on faire de cela? Moi, je pense que, comme tout à l'heure, donc sur la question antérieure, c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, la situation du Sénégal est catastrophique. Je parle en tant qu'économiste. Catastrophique. Catastrophique. Donc, quand en 2022, je m'exprimais, rien n'était officiel, tout était officieux. Mais les suspicions que moi j'avais, quand on a bloqué la NSD et qu'on ne voulait pas publier les chiffres, que moi je me suis évertué à trouver des chiffres de l'inflation, des trucs, de l'endettement. Donc c'était vraiment une situation qui est ubuesque. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Quand, en tant qu'économiste, on essaie donc d'analyser sur des faits. Et quand on voit la masse salariale, comment elle a grimpé, et quand on voit donc le maquillage, entre guillemets, des comptes, comment ça s'est fait, et quand on voit la situation économique réelle, mais pas la situation économique virtuelle, parce que la façon dont on gérait le pays, c'était pas une façon réelle, mais était virtuelle. Les dépenses ou les bénéfices de l'année, cette année, on l'amène à l'année antérieure. C'est pas une bonne comptabilité. Nous, on l'a jamais appris un truc. C'est vrai que, donc, le problème qui se pose, quand vous venez, je n'aimerais pas être à la place donc, de ce gouvernement. On arrive dans un pays où on a presque 100% de dette. On est dans un pays où donc, vous avez la masse salariale du service public qui a grimpé comme ça. On est dans un pays où il n'y a que des problèmes qu'on vous a laissés. Et qu'à partir de là, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir donc l'image au niveau des standards en pot, au niveau de l'image des agents de notation. Si ce gouvernement-là, je vous dis, moi, je ne suis pas dans les histoires de partis politiques. Je suis un citoyen donc qui a du recul, qui voit les choses de façon objective. Si ce gouvernement-là n'avait pas fait de près toute la fonction publique, tous ceux qui travaillent, je vous assure, ça fait presque 10 mois qu'ils sont là. En moins de 2 mois, on vous dit, on ne pouvait pas vous payer. C'est ça. Imaginez la situation que des gens travaillent jusqu'à la fin du mois, on vous dit, on ne peut pas vous payer. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est un problème. Et c'est ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Et ça, on ne le dit pas. Moi, je peux le dire. Je n'ai pas de réserve de quoi que ce soit. Je peux avoir une lecture correcte et une lecture désintéressée de la situation du Sénégal. Je vous dis qu'en moins de 3 mois, si donc les gouvernements actuels n'avaient pas fait des emprunts, vous avez vu les taux, à quel taux ils empruntaient, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau à la gorge. S'ils ne le faisaient pas, je vous assure que beaucoup de gens aujourd'hui donc n'allaient pas avoir de salaire. Et donc les gens ne voient pas la réalité, parce que peut-être il y a trop de fumée politicienne. Je ne suis pas dans ces fumées-là. Je suis dans des réalités, des faits. Aujourd'hui, quand je vois, moi, avec du recul, qu'est-ce que le gouvernement, ils ont fait? Mais je vois qu'il y avait des arriérés de 4 ans, donc au niveau, avec de 4 ans, au niveau des agriculteurs qui sont le poumon aujourd'hui de l'économie. Ils ont pu payer déjà donc les tâches qui sont beaucoup plus donc importantes par rapport à les arriérés sur 4 ans. Ils les ont payés, pas peut-être sur 3 ans, quelque chose comme ça, pour leur donner une bouffée d'oxygène. Ils les ont subventionnés des engrais. Moi, je pense que aujourd'hui, contrairement à moi, ce que j'entends, avec du recul, quand je regarde objectivement, je pense que ce gouvernement-là, donc, ce sont des spécialistes. Contrairement à ce qui se dit, parce que n'importe quel politicien qui viendrait ici, qui a cette idée de kleptocratie, qui veut faire les choses comme avant, je vous assure que beaucoup de gens, aujourd'hui, fonction publique, quand on regarde à moins de 6 mois des élections,
on a embauché comme c'est pas croyable. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, les licenciements, pour moi, c'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas avoir 1 million et vivre avec un train de vie de 5 millions. À un moment, vous vous dites, il y a un problème dans notre famille. On va supprimer tel luxe, on va prendre des voitures qui sont à notre bourse et autres. Mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui. On a eu un train de vie d'emprunts qui sont des emprunts de luxe. Ce que nous avons emprunté, c'est des emprunts de luxe avec ce que je vous ai dit par rapport à la colonisation. Quand on voit le BRT, tout ça, c'est l'Europe, c'est la France, et qu'à part de là, c'est des deals, c'est des trucs qui sont gonflés. Vous pensez que ce n'est pas nécessaire de faire un BRT? Ce n'est pas nécessaire de faire le TER? Ce n'est pas nécessaire? C'est tout à fait nécessaire. Mais regardez les tarifs qu'on vous a annoncés au départ et les tarifs à la fin. Donc c'est du simple au triple. Et les mêmes moyens de transport, quand vous voyez les Chinois, quand vous voyez les Ghanéens, pour les mêmes distances, quand vous analysez, c'est du simple au quadruple. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas le prix. Mais c'est-à-dire qu'on a tellement fait de gabégie, comme je vous dis, ou de la kleptocratie, que, en fin de compte, ça frise l'hérésie quand vous pouvez lire les chiffres. Et cette situation financière, compte tenu aussi sur le plan international aujourd'hui, où Trump est venu à couper pratiquement tous les crédits par rapport à beaucoup de gens, quelles sont les conséquences? L'impact peut avoir pour le Sénégal. L'USAID pratiquement qui travaille dans l'éducation, dans la santé et dans beaucoup d'autres projets est pratiquement suspendu. Oui, mais je voudrais souligner aussi que très souvent, on pense à l'impact que ça peut avoir à l'extérieur, alors qu'aux États-Unis, c'est un bouillonnement extraordinaire qu'il y a. Bien sûr. Et même au niveau du Parti républicain, ils sont en train de se chamailler autour de cette problématique. Donc, je crois que Trump a ouvert la boîte à Pandore, mais comment refermer ça, ce sera un très grand problème. Alors, pour être concret, les conséquences sont là. Il y a beaucoup d'ONG qui étaient financées par l'USAID, en particulier les ONG qui travaillaient au niveau des processus électoraux, qui s'occupaient de questions politiques et tout ça. Mais ces gens-là, du jour au lendemain, ils ont vu leur vivre coupé. Ou en tout cas, soit l'argent qu'on leur avait donné pour des projets à exécuter, ou soit l'argent qui était promis. Tout ça, ça a été brusquement coupé. Des programmes qui étaient en train d'être mis en œuvre, je vous ai donné l'exemple de Yali, par exemple, les gosses s'apprêtaient à venir à Dakar, et brusquement on coupe tout et on arrête tout. Donc les effets sont en train de se faire sentir, et bon, il y a le fait qu'il a dit on bloque pour 3 mois. Qu'est-ce qui va venir après ces 3 mois-là? On ne sait pas. Mais ce qu'on eût souhaité, c'est qu'effectivement, si c'était que on bloque pour lire la situation. Parce que ce que Trump dit, l'USAID, d'autres, c'est corrompu, c'est corrompu. Il a eu même à citer l'exemple de millions de dollars qu'on aurait donné dans un pays de l'Afrique équatoriale pour assurer la circoncision d'adultes dans ce pays-là. C'est absolument loufoque. Mais bon, s'il s'agit de voir un peu cette corruption qui est en train de gangréner les institutions, les agences de coopération américaines, oui, qu'ils prennent 3 mois et qu'ils règlent le problème. Mais il faudrait qu'ils comprennent ceci. La coopération internationale nécessite des investissements. L'argent que les États-Unis donnent à travers l'USAID et d'autres institutions pour intervenir au niveau de l'extérieur, c'est pas gratuit, c'est pas de l'aumône. C'est un investissement pour les Américains. Mais les premiers à en profiter, c'est les Américains. Moi, je vous... Quand j'ai pensé à l'USAID, il m'est revenu des souvenirs que j'avais complètement oubliés depuis longtemps. J'étais à l'école primaire. Je crois qu'il y avait des problèmes avec la pluviométrie et il y avait des problèmes. À l'époque là, l'USAID, c'était 2 mains qui se tenaient et on vous dit don du peuple américain. Et c'était du lait comment on dit il y avait même pundoro nen. Et on donnait ça aux gens et les paysans, pouvaient quand même régler les choses avec ça. Mais si ce souvenir m'est resté jusqu'à présent, il y a beaucoup d'autres chez qui ce souvenir est truc et ça crée une certaine sympathie qui fait que, si vous voulez, l'Américain n'est pas perçu comme les autres. C'est ce que je disais l'autre jour. Si vous faites la comparaison, la présence de l'Amérique par rapport à ça
Et vous comparez à la présence de Poutine, mais il n'y a pas photo, c'est pas pareil. Et cette présence est tellement importante et tellement, si vous voulez apprécier, que finalement, qu'est-ce que le Japon fait ou la Corée? Koika, pour les Coréens, c'est copié sur l'USAID. La JICA, c'est copié sur l'USAID. Donc, il faudrait bien que quelque part, je crois, qu'il y ait une lecture de la situation, encore que le camp de Trump est dans un fouillis extraordinaire. Ils ne savent pas, les gens ne savent pas lire la situation, mais j'espère qu'il y aura un retour vers une situation beaucoup plus réfléchie et équilibrée pour que la coopération continue d'une manière ou d'une autre. Si elle ne continue pas, ben, on va s'assumer. Mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui pour que le Sénégal ne soit pas dans une situation beaucoup plus difficile dans laquelle il est déjà? Je pense que le Sénégal, aujourd'hui, est à l'image de l'Amérique. Trump, c'est pas un politicien, c'est un gestionnaire. Les gens qui sont ici au Sénégal, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des gestionnaires, des fiscalistes. Vous voyez, donc je fais ce parallèle parce que quand vous venez quelque part, quand vous faites un passage donc, au niveau d'une institution de gouvernance, ce que vous devez faire, c'est de faire un audit pour savoir qu'est-ce que vous trouvez sur place. Tout à fait normal. Vous n'allez pas prendre un poste sans savoir qu'est-ce qui est en bas. Et c'est ce qui s'est fait avec Trump. C'est pourquoi il a appelé autour de lui tous les spécialistes, les managers, beaucoup pas de politiciens, je parle des managers comme Elon Musk, comme d'autres techniciens, des informaticiens, pour voir aujourd'hui quel est le problème. Et cette pause qu'il a faite au niveau de l'argent, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis la Covid, les États-Unis donc ont fait ce qu'on appelle la politique du no limit. Ils ont fait des planches à billets à l'appel. L'Europe a suivi la même chose, des planches à billets à l'appel. Donc on est sorti de cette crise donc sanitaire. Avant la crise sanitaire, il y avait une crise. Mais aujourd'hui au Sénégal, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie marche? Le Sénégal fait partie de tout ce phénomène. Donc, je vous ai dit que lorsque le Sénégal a subi ça, les Européens ont subi ça, donc aujourd'hui, tous ces pays sont en déficit. Tous ces pays, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. Comment faire redémarrer l'économie alors? Mais l'économie aujourd'hui, une fois pour pouvoir le démarrer, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a. Ce qu'on a, donc tout à l'heure, nous l'avons dit, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un pays hyper endetté. Nous avons un pays qui ne peut pas avoir un train de vie de ce qui se fait ou ce qui s'était fait jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle il faut serrer la ceinture, diminuer les charges pour pouvoir avoir donc un niveau de vie soutenable pour que le Sénégal puisse aller maintenant. Une fois que le pétrole, le gaz, tous ces biens vont venir... Mais est-ce que la diminution des charges passe par réduire le train de vie de l'État? Mais bien sûr, le premier volet qui a été fait, donc j'étais au Grand Théâtre, le premier volet qui a été fait, d'après le Premier ministre, c'était pas les autres, c'était au niveau gouvernemental. Ils n'ont pas acheté de voitures, ils ont bloqué les bons d'essence, donc ils ont commencé, donc il y en a qui, leur salaire, donc, ou ne le touchent pas, ou touchent à moitié, ils ont commencé d'abord par eux. Moi, je pense que quand on commence ça, je pense que c'est un problème. Quand dans une famille, c'est normal. Quand vous avez plus le père ou la mère qui travaille plus, vous ne pouvez pas vivre comme avant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui est difficile pour les Sénégalais, c'est de lui dire qu'aujourd'hui, on va diminuer votre salaire. La Côte d'Ivoire l'a fait, on a diminué des salaires en un temps de crise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire pour que les gens puissent avoir donc une réalité de ce qu'ils vivent. Ne pas vivre avec des taux de 12% et poussière dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie redémarre? Oui, mais je voudrais Comment avoir de l'argent? Oui, mais je voudrais répondre. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est pas exactement le Sénégal par rapport au bouillonnement syndical et tout ça. Je crois que effectivement, il y a eu des annonces qui disaient que ça pourra être difficile, mais il faut nécessairement qu'on passe par ce chemin-là. On ne peut pas en faire l'économie. Je crois qu'il faudrait tout simplement, de manière très claire, expliquer à la nation sénégalaise qu'il y a à se serrer la ceinture. C'est comme Winston Churchill qui disait aux gens que je ne vous donnerai que des larmes. Essayez de le mettre de manière très claire et que les gens quand même aient cette fibre citoyenne et nationale pour pouvoir suivre. Parce qu'il y a des arguments qu'il a mis sur la table qui sont totalement vrais. À nouveau, je le laisse parler, je ne suis pas économiste. Mais moi-même, j'ai été témoin
d'une augmentation vertigineuse des salaires, puisque avant que je n'aille à la retraite, mon salaire était passé pratiquement du simple au double. Mais quand même, c'était quelque chose de mérité. Vous ne pouvez pas être universitaire et toucher pratiquement comme un instituteur. C'est pas possible. Mais aussi, la pléthore d'agences, et ces agences-là sont toujours là, c'est des boîtes à recruter. Mais on n'a pas touché au fonds secret, au fonds commun dont on avait parlé, le gouvernement c'est ce qu'on dit. Le budget du palais, entre autres. Oui, mais c'est-à-dire que là, on ne peut pas demander aux Sénégalais de serrer la ceinture, alors ceux qui sont au pouvoir ne serrent pas la leur. Ça, c'est rien. C'est important. Les fonds secrets avec des 2 000, 7 000 milliards, donc ça n'a rien à voir avec les fonds. Oui, mais on ne peut pas demander aux Sénégalais de serrer la ceinture, alors ceux qui sont au pouvoir ne la serrent pas. C'est de l'argent public. Ils doivent serrer la ceinture eux-mêmes. Non, c'est de l'argent public. Toute dépense, j'ai dit toute dépense de l'argent public doit être, depuis plus de 10 ans. Moi, je voulais poser une question très claire. Oui. Est-ce qu'on doit diminuer le budget de la présidence et de la primature? Non, attends, c'est des milliards qu'on a donnés là-bas. Non, j'ai dit, Alassane, les fonds secrets dont on parle. Les fonds secrets, si vous connaissez comment fonctionne un État, c'est quelque chose de normal. Les fonds secrets servent à quoi? C'est les fonds secrets, l'objectif a été dévoyé. Les fonds secrets, aujourd'hui, vous êtes kidnappés, je ne vous le souhaite pas. On demande des rançons, qui va payer? Ce n'est pas budgétisé. Ce sont sur ces fonds secrets qu'on va régler les problèmes. Mais dans d'autres pays comme la France, aujourd'hui, la Cour des comptes de la France fait le bilan chaque année des consommations du palais. Oui, donc on ne sait pas, nous Sénégalais, combien le palais consomme par jour. Parce que c'est de l'argent public. Ici, l'argent public, on vous dit, vous le dépensez sans rendre compte. Ça, c'est pas normal. Les fonds secrets, c'est pas l'argent public? Non, j'ai dit, on doit le dépenser en rendant des comptes. En France, on rend des comptes. Ici, vous pouvez les dépenser, mais on dit on ne rend pas de compte. J'ai dit sur les fonds secrets, j'ai dit il faut rendre compte. Bien sûr. Mais l'exemple que vous avez donné est extrêmement important. À un certain moment, il y a des situations de crise qui se présentent. Il n'y a que le président qui peut intervenir. S'il n'a pas ces fonds-là, il ne fait rien. Tout à fait. Oui. Voilà, donc. Voilà, le temps que nous avons est terminé. Merci infiniment à Ahmad Soumaré, spécial d'intelligence économique. Merci à Ibrahim Sen. Encore Ibrahim. Ousmane Sen. Le directeur du WARC, à la technique Amadissi, à la technique Birane Cissé et Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous. Sénégal, e-radio, ici et ailleurs, vous avez rendez-vous. Rendez-vous avec l'information. Toubambake, Gorendaklo, e-radio. Tegakan, Bou, e-radio. Isidore Alexandre Sen, e-radio. Babacar